Notre invité ce matin, Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine et chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. C'est intéressant de vous recevoir aussi parce que vous étiez membre de la fameuse CMP, la commission mixte paritaire, Sénat-Assemblée, qui a écrit le texte budgétaire qui viendra à l'Assemblée nationale cet après-midi et qui entraîne un 49-3 de la part du Premier ministre François Bayrou. Bien, je vais revenir là-dessus, mais je voudrais d'abord que nous regardions les deux élections qui ont eu lieu en Île-de-France ce week-end. Première élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges. Louis Boyard largement battu. Est-ce une surprise pour vous? Est-ce logique? Oui, je crois que c'est logique. Quand vous écrivez... En fait, moi j'ai été maire 20 ans. Quand on vous élit comme maire, on élit quelqu'un à qui on confie son patrimoine de vie quotidienne, sa vie quotidienne. Le maire, c'est la vie quotidienne. Et quand on voit le spectacle de Louis Boyard, franchement, est-ce qu'on a envie de confier à Monsieur Boyard, qui a non seulement des options politiques que je conteste évidemment absolument, mais aussi qui est totalement dépourvu d'expérience, pour gérer votre vie? Est-ce que vous accepteriez que M. Boyard va gérer votre vie? Ben non, la réponse est non. Donc on voit très bien que les gens ont eu un réflexe salutaire. Bien, autre élection partielle à Boulogne-Billancourt. Là, il s'agit d'une législative. Premier tour, arrive en tête Elisabeth de Maistre, qui est LR, largement en tête devant le candidat, ce sont les deux seuls qualifiés d'ailleurs, devant le candidat soutenu par Édouard Philippe. Large défaite de la candidate sortante, Lauriane Rossi, qui était soutenue par Gabriel Attal. Dites-moi, c'est fini votre accord local entre Gabriel Attal et vous, l'accord local que vous aviez passé. Madame Rossi n'était pas la candidate sortante. Le candidat sortant, c'était Séjourné, M. Séjourné, qui était commissaire européen. Oui. Et Madame Rossi, d'ailleurs, avait été élue dans une autre ville, donc c'était un parachutage en plus. Ah d'accord. Non, écoutez, moi je crois que il y a une leçon à tirer de cette affaire. La leçon, c'est que ce qui compte aujourd'hui, ce sont les élus locaux. La candidate Elisabeth de Maistre, la candidate LR qui, j'espère, va gagner bientôt la semaine prochaine, était soutenue par le maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet. Et nous, les Républicains, nous avons sans doute beaucoup de défauts, mais nous avons une qualité, c'est que nous sommes une famille politique qui est ancrée dans le terrain avec des élus locaux. Et le poids d'un élu local, c'est important parce que on est dans le concret. C'est pour ça que ça marche. Maintenant, les candidats parachutés... C'est une lourde défaite pour Gabriel Attal ? Pour Gabriel Attal, pour Édouard Philippe, et puis pour David Lisnard, qui a aussi présenté un candidat contre nous. Qui a fait 4%. 4%. C'est une lourde défaite parce que il faut bien comprendre, encore une fois, que les Français n'en peuvent plus des parachutages, ou des gens sans expérience, ou des coups politiques. Moi, je crois qu'il y a une révolution en marche, qui est une révolution politique et intellectuelle, qui fait que, désormais, il y aura une prime pour les gens sérieux et les gens de terrain. Bien, Philippe Juvin, revenons sur la fameuse CMP. Vous étiez membre LR de la CMP, la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, 8 voix contre 6. Le budget a été adopté par la CMP et c'est ce texte budgétaire qui vient à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le Premier ministre a décidé d'utiliser le 49.3. Certains parlent encore une fois de comment dire, de gestes antidémocratiques. Le fameux 49.3, non. Écoutez, le 49.3 est prévu. C'est fini ce débat. C'est prévu dans la Constitution. Oui. Il utilise un outil qui est prévu dans la Constitution et qui est utile quand il n'y a pas de majorité absolue. Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, la priorité des priorités, je le dis, c'est que nous ayons un budget. Il n'y aurait rien de pire qui puisse nous arriver que nous n'ayons pas de budget. C'est pour ça que parlons peut-être du fond de ce budget. Oui, on va parler du fond. Très imparfait. Très imparfait. Ce n'est pas le budget que... 50 milliards d'économies, 30 milliards de dépenses en moins et 20 milliards de recettes en plus. Exactement. Donc on a des dépenses en moins, des recettes en plus, mais on a surtout plus de dépenses en moins que de recettes en plus. C'est un des éléments clés que nous avions voulu imposer, nous les Républicains, comme condition. Mais encore une fois, c'est un budget imparfait, mais le pire, alors vous allez me dire pourquoi le voter s'il est imparfait, parce que l'alternative,
c'est pas d'avoir un budget parfait. Il n'y a pas de majorité pour l'adopter. Le pire, ça serait de ne pas avoir de budget. Donc nous voterons ce budget, même imparfait, parce que la France peut pas se permettre d'être un pays sans budget. Bien, vous voterez ce budget. Tout le monde n'est pas sûr de voter ce budget. On sait ceux qui ne voteront pas le budget, LFI, les communistes, les écologistes. Motion de censure qui sera déposée. Est-ce que le gouvernement, selon vous, peut tomber mercredi ? D'abord, j'ai pas de boule de cristal, mais d'après les informations que vous avez, vous étiez à la CMP, vous avez vu des députés de tous bords ou des sénateurs. Vous ne croyez pas ? Je pense que le Rassemblement national ne prendra pas la responsabilité de faire tomber. Je pense que les socialistes ne prendront pas la responsabilité de faire tomber. Et je leur dis de toute façon aux uns et aux autres que le parti politique qui aujourd'hui prendrait la responsabilité de faire en sorte que non seulement le gouvernement tombe, mais que nous n'ayons pas de budget, aurait une responsabilité majeure, et les Français auraient raison de n'être pas contents. Bien, c'est un budget d'austérité. C'est la gauche qui le dit. Oui, mais la gauche, dès que vous coupez 10 millions quelque part, c'est de l'austérité. Non, c'est pas un budget d'austérité, c'est un budget de pays qui n'a plus de marge de manœuvre. Et c'est ça ma préoccupation, voyez-vous. Ma préoccupation, c'est que on aura un déficit budgétaire qui est très élevé, qui sera le plus élevé de toute la zone euro, et malgré cela, nous n'avons plus de marge de manœuvre. Moi, j'ai été frappé, c'est la première fois que j'assistais et que j'étais membre d'une commission mixte paritaire. Donc pour moi, c'était une découverte. Et j'ai été frappé de cette absence de marge de manœuvre à tel point que nous en étions sur un budget qui est un budget en dépenses de 444 milliards. Donc il y a beaucoup d'argent quand même. Nous en étions à discuter des dépenses de 10 millions, 20 millions, 30 millions. De temps en temps, je me disais, mais je suis dans un conseil municipal. Nous parlons de petites sommes à l'échelle du pays et nous en étions là. Nous n'avons aucune marge de manœuvre s'il y a un pépin, par exemple. Comment se sont passées les discussions entre vous ? Nous avions décidé, nous les Républicains, ainsi que le bloc central, on va dire la Macronie au sens large, même si c'est pas très élégant comme terme, mais comme ça vous me comprenez, nous avions décidé que de toute façon, nous nous mettrions d'accord parce que nous voulions un budget. Donc l'accord que nous avions, c'était sur tous les points, il faut que nous soyons unis. Même si nous ne sommes pas d'accord, sur tous les points, nous devons être unis. Donc, nous avons tous voté ensemble. Alors vous allez me dire, ces imbéciles, ils votent de façon automatique, sans réfléchir. Non, nous votions unis parce que nous voulions donner un budget à la France. De temps en temps, nous n'étions pas d'accord. Nous faisions une suspension de séance et on essayait, les deux camps, on va dire les LR d'un côté, la Macronie de l'autre, de nous mettre d'accord sur une demi-mesure. Nous y sommes arrivés sur quasiment tous les points, sauf un sur lequel les LR n'ont pas voté comme les macronistes et réciproquement, c'est l'aide médicale d'État. J'allais y venir. Où nous voulions, nous, une baisse de 200 millions d'euros par rapport au budget de Barnier. Et la Macronie ne voulait pas, il ne voulait que 100 millions d'euros de moins. Et vous avez transigé, je crois. C'est passé à 100 millions, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on a transigé. Oui. On a une baisse de l'aide médicale d'État de 110 millions d'euros par an par rapport au budget de Barnier. Mais par rapport à l'année dernière, c'est un budget identique, ce qui fait qu'avec l'inflation, c'est un peu moins. C'est un peu moins. Donc, mais ça vous satisfait pas, mais vous avez non, parce que je pense que le vrai problème, il n'est pas tant budgétaire sur l'aide médicale d'État, il est sur la définition du panier de soins. Oui. Moi, je suis médecin, je soigne tout le monde. Je soigne tout le monde. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est normal que tout soit gratuit ? Quand vous allez à la pharmacie, Monsieur Bourdin, et que vous achetez une boîte de médicaments, vous payez 1 euro qui est à votre charge sur la boîte de médicaments. Tout n'est pas remboursé. Et moi, je souhaitais que sur l'aide médicale d'État, par exemple, tous ceux qui bénéficient de l'aide médicale d'État, ce qui est très très généreux, nous sommes un système très généreux, participent aussi à 1 euro de boîte de médicaments. Cette redéfinition du panier de soins n'aurait rien changé à l'accès aux soins. On continue à soigner les gens. La question n'est pas là, mais simplement, je pense que les Français ne peuvent pas comprendre que tout le monde ne fait pas d'efforts. Bien, le patronat, les grandes entreprises, Bernard Arnault s'insurge contre la fameuse taxe exceptionnelle d'1 an, je dis bien d'1 an, même si quand une taxe est exceptionnelle en France, elle risque de durer. Ils s'insurgent tous, protestent contre cette surtaxe imposée aux plus grandes entreprises et aux très hauts revenus. Oui, mais l'urgence n'impose-t-elle pas un élan de patriotisme ? Écoutez, d'abord, c'est normal que tout le monde participe, les particuliers comme les entreprises. La question n'est pas là. Arnault a raison, en fait. Moi, j'aimerais que la France ait plus de Bernard Arnault. Plus de Bernard Arnault dans l'énergie, dans les transports, dans les télécommunications. On a besoin de gens comme lui qui font la richesse. Pourquoi ? Parce que je rappelle un principe simple, c'est l'économie qui fait le social.
Si vous n'avez pas d'entreprise, vous ne financez pas l'aide sociale et le modèle social généreux que nous avons. Donc, à force de trop taper sur les entreprises, à force de considérer que les entreprises sont des vaches à lait qu'on peut traire à l'envi, eh bien un jour, elles en tirent les conséquences et elles partent ou elles ferment ou elles embauchent moins. Donc il a raison de s'insurger. Nous avons essayé de l'entendre, parce que nous n'avons pas de marge de manœuvre, c'est bien le problème sur le budget. Et nous, les Républicains, nous avons insisté pour que ces mesures soient réduites à 1 an, alors qu'elles étaient prévues à 2 ans. Mais c'est très imparfait et c'est très insatisfaisant. Je continue à penser comme Bernard Arnault. Nous devons dépenser moins, dépenser mieux, et faire en sorte de réindustrialiser le pays. Alors, on essaie de sauver ce qui peut être sauvé, si j'ai bien compris, hein, oui, c'est ça. Avec ce budget. On écope. On écope parce que pendant ce temps-là... Mais vous préférez écoper ou vous préférez que le bateau coule? Donc moi, je préfère écoper. C'est pour ça que je pense qu'il fallait un budget. Bon, oui, on écope, d'accord. Mais pendant ce temps-là, le trou s'agrandit. Hein, on écope, mais enfin comme le trou s'agrandit, on risque de plonger et on risque de chavirer. C'est vrai. Mais l'alternative qui nous était proposée, Monsieur Bourdin, il y a 2 jours, et l'alternative qui nous est proposée aujourd'hui par la motion de censure, c'est pas de boucher les trous, c'est de ne pas avoir de budget. Donc, vous savez, c'est la définition entre le possible et le souhaitable. Le souhaitable, c'est qu'il n'y ait plus de trous et que le budget soit à l'équilibre. Mais le possible, c'est entre quoi et quoi? Pas de budget ou un budget imparfait. Je me répète, hein, je suis désolé de vous le dire. Nous ne sommes pas satisfaits de ce budget et pourtant, il vaut mieux ça que rien. Et la dette va continuer à se creuser. Alors la dette va continuer à se creuser, ce qui pose un problème quasi philosophique, parce que en fait, ça signifie que votre retraite, la mienne, mon salaire de fonctionnaire hospitalier est payé probablement par mon arrière-petit-enfant. Oui. C'est ça le vrai sujet. Nous n'avons plus de marge de manœuvre. Et puis, il y a une question de souveraineté. Aujourd'hui, la France est dans les mains de ses prêteurs. Si demain les prêteurs disent « Ah mais on ne vous prête plus à 3%, mais à 4 ou 5 », nous sommes à la gorge. Il y a un élément que vous pouvez avoir en tête et que vos auditeurs peuvent avoir en tête, c'est que à la fin de l'année dernière, la France, pour la première fois, a dû emprunter à des taux qui étaient supérieurs au taux de la Grèce à 10 ans. Oui. Or, souvenez-vous de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, dont on se moquait il y a 10 ans. Regardez, ces gars, ils travaillent pas. L'Espagne. Croissance de 2,6 prévue en 2025. Et nous, avec un gouvernement socialiste. Nous, pardon, on espère Philippe Juvin. Mais on a les socialistes qu'on mérite. Je vous rappelle que Gerhard Schröder, qui a été le ministre Gerhard Schröder, est redevenu un pays prospère. Donc la question, c'est pas est-ce que vous êtes de droite ou de gauche, c'est est-ce que vous êtes bon, mauvais, est-ce que vous avez du bon sens. Il faut baisser la dépense publique, voilà, il faut simplement la baisser. Le problème, c'est que quand vous êtes en discussion budgétaire, tout le monde dit ça, mais quand vous prenez votre crayon et votre papier, les propositions de dépenses en moins, ce sont toujours des propositions de dépenses en plus. Oui. Il faudra un budget complémentaire au printemps, vous pensez? Le gouvernement prétend que non. Moi, j'en suis malheureusement quasi persuadé. Pourquoi? Parce que nous avons un objectif de déficit de 5,4% du PIB. Ça ne dit pas grand-chose aux gens, mais enfin, c'est l'objectif que nous sommes fixés avec les Européens, qu'il faut absolument respecter. Mais pour le respecter, nous n'avons aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire que s'il y a un pépin, s'il y a... Alors le Covid, je n'en parle même pas. Une guerre, je n'en parle même pas. Mais si vous avez, par exemple, moins de croissance, ce qui est malheureusement possible, eh bien, vous aurez moins de recettes et on ne tiendra pas ça. Et dans cette hypothèse, il faudra faire ce qu'on appelle un collectif budgétaire, un budget modificatif. Pourquoi? Parce que sinon, les gens qui nous regardent de l'extérieur dans le monde et qui nous prêtent de l'argent vont s'inquiéter. Donc, je crains, que malheureusement, l'absence de marge de manœuvre nous conduise à un budget modificatif. Par exemple, une guerre commerciale qui est engagée par Donald Trump. Vous avez l'affaire tombe. Mais ne serait-ce qu'une baisse de la croissance, c'est-à-dire que la croissance, c'est un peu technique, est prévu pour le budget à 0,9% du PIB. Ça fait des recettes. Il y a un certain, nous allons, grâce à cette croissance, avoir des recettes. Si la croissance est plus basse, il y aura moins de recettes. Il y a par exemple un institut, je crois que c'est l'institut Rexecode, qui dit que la croissance sera probablement aux alentours de 0,5 et non pas de 0,9. Si c'est 0,5, c'est 10-12 milliards de recettes en moins. Qu'il va falloir trouver. On voit bien que... donc budget rectificatif. Exactement. Au printemps. Ça signifie que dès demain, le jour où on a notre budget, dès demain, il faut qu'on se remette au travail pour préparer le budget de dans 1 an et qu'on n'ait pas à faire que du rabot. Il faut qu'on fasse des dépenses qui sont des dépenses structurelles, c'est-à-dire supprimer réellement un certain nombre d'éléments de dépenses qui sont improductifs ou inefficaces. Dites-moi, collectivement, vous avez tous sauvé les avantages dont bénéficient les anciens premiers ministres et présidents de la République? Non, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. En fait, l'Assemblée nationale vote à
Matignon vote pour le Premier ministre un budget. Oui. Et c'est ensuite le Premier ministre qui définit ce qu'il donne ou pas, ce qu'il attribue ou pas aux anciens Premiers ministres, présidents. Oui. Moi, je crois à titre personnel qu'il faut évidemment baisser cette dépense. Elle n'est pas explicable. En tout cas, alors qu'un président de la République, un ancien président de la République qui a connu un certain nombre de secrets d'État soit protégé, c'est indispensable. Oui. Vous imaginez qu'on enlève un ancien Premier ministre, même un ancien Premier ministre. Mais il y a un luxe dont nous sommes... La France a coupé la tête de son roi il y a plus de 200 ans et on s'en est jamais remis. Donc on continue à traiter nos dirigeants comme parfois des rois et nous avons un standing de vie qui fait sourire quand on est en Europe du Nord, par exemple. Alors, autre budget en discussion, et ça vous concerne aussi directement, puisque je rappelle que vous dirigez les urgences de l'hôpital Georges Pompidou, il s'agit du budget de la sécurité sociale. J'ai vu, pour l'hôpital, on est à plus 3,3%. Hein, l'effort consacré à l'hôpital. C'est suffisant? Non, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un effort. Maintenant, il va falloir bien flécher l'argent. D'abord, le budget de la Sécu est un budget qui est gravement en déficit cette année. Oui. Oui. C'est vrai que les hôpitaux sont aussi en déficit, mais on ne va pas durer longtemps comme ça. On ne va pas continuer à voter des budgets en déficit. Donc il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a un déficit. Pourquoi il y a un déficit dans les hôpitaux? Voilà. Pourquoi il y a un déficit dans le système de santé? Vous supprimez les ARS. Certains proposent la suppression des ARS, une autre organisation. Les agences régionales de santé sont des agences de l'État qui gère la santé dans les régions. Il faut évidemment que l'État ait des moyens administratifs pour gérer la santé. Il ne s'agit pas Mais c'est vrai qu'on a observé une inflation des moyens administratifs depuis des années. Et ça fait partie de cette culture. C'est un état d'esprit, en fait, que nous devons changer. Nous avons un pays qui ne fait pas confiance aux acteurs. Et comme il ne fait pas confiance aux acteurs, il multiplie les strates administratives pour les contrôler. Souvenez-vous, pendant le Covid, pourquoi finalement on s'en est bien tiré dans les hôpitaux? Pourquoi on s'en est bien tiré? Pourquoi on n'a pas été submergé? Parce qu'on a fait confiance aux acteurs de terrain. Vous savez combien de temps il faut pour ouvrir un lit de réanimation aujourd'hui? Là, si je suis directeur d'hôpital, je décide d'ouvrir un lit de réanimation parce que j'en ai besoin. Il va me falloir probablement 5 à 8 ans de procédure administrative. 5 à 8 ans. Est-ce que vous savez en combien de temps j'ouvrais un lit de réanimation pendant le Covid? En 3 jours. Ouais. Alors je vous dis pas qu'il faut plus de règles du tout, mais je vous dis simplement que nous souffrons d'une telle épidémie administrative que tout ça coûte de l'argent, de l'énergie, et donc les économies elles sont là aussi à faire là-dessus. Alors les 7 heures de travail non rémunérées, c'est abandonné. Enfin, je vais pas entrer dans le détail de toutes les mesures. Une volonté de dématérialiser la carte vitale aussi, ça c'est indispensable. Hein. Oui, de contrôler les fausses cartes vitales. On sait qu'il y a beaucoup d'abus, beaucoup de triches. Oui. J'ai lu là quelque part qu'il y avait 1 milliard d'euros qui étaient remboursés par les mutuelles chaque année sur les médecines alternatives, ostéopathie, naturopathie, papouillopathie. Écoutez, 1 milliard d'euros. Moi, quand je paye ma mutuelle, je n'ai aucune envie de payer, parce qu'en fait, quand les mutuelles remboursent, c'est qu'elles ont fait payer leurs cotisants, évidemment. Oui. Je n'ai aucune envie de payer pour des médecines qui ne fonctionnent pas. Donc, on a tout un travail à faire qui consiste à dire où est-ce qu'on veut mettre la priorité. J'ai vu que dans une commune, on allait donner, c'est très sympathique, vous me direz, des légumes bio gratuits à des femmes enceintes, parce que c'est très sympa, mais qui payent. Je préfère que l'argent aille à financer des médicaments innovants contre le cancer qui ne sont pas toujours disponibles en France. Nous avons une question de priorité. La France ne peut pas continuer à être un enfant qui est devant la vitrine des jouets de Noël en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, il faut être sage et nous ne le sommes pas. Puisqu'on parle de l'hôpital, l'épidémie de grippe est toujours là. Bien sûr, vous le constatez très gravement, très fortement. C'est une épidémie qui est beaucoup plus sévère que celle de ces dernières années, avec une mortalité qui est probablement 2 fois supérieure. Donc je vous le dis très simplement, on ne sortira pas des épidémies de grippe si on n'a pas de vaccination qui soit large. Et vaccination des personnels soignants? Mais bien entendu. Obligatoire? Évidemment, il faut vacciner de façon obligatoire les personnels soignants. Pourquoi? L'hôpital devient un endroit où il est quasiment certain d'attraper la grippe, puisque la majorité des personnels soignants ne sont pas vaccinés. Il faut qu'il y ait une politique de vaccination obligatoire contre la grippe. Et puis, nous devons aussi nous poser les questions de savoir pourquoi des soignants
sont anti-vax. Pourquoi il y a des soignants qui ne veulent pas se faire vacciner? Vous voyez, avouez que c'est quand même assez fou. Cela témoigne d'un niveau de formation qui devrait nous interpeller. C'est un peu comme si à l'Agence spatiale européenne, on embauchait des gens qui pensent que la Terre est plate. Et dites-moi, est-ce que vous êtes inquiet, à propos d'antivax, est-ce que vous êtes inquiet de la nomination de M. Kennedy par Donald Trump aux États-Unis, ministre de la Santé? Non, mais c'est incompréhensible. C'est comme la décision de Donald Trump de ne plus financer l'Organisation mondiale de la santé. Oui. À la prochaine épidémie, qui va, dans ces cas-là, fournir des vaccins aux pays en voie de développement? Qui va organiser tout ça? Il faut remettre de la raison dans cette affaire. Vous voyez, par exemple, sur l'épidémie de Covid, je suis frappé de voir que ce qui nous est arrivé il y a 5 ans, on n'en a toujours pas tiré les leçons. Eh bien, loin d'en avoir tiré des leçons, on apprend que le ministre de la Santé américain est un anti-vax. C'est incompréhensible et c'est inquiétant pour l'état de la science aussi. Oui, et je termine sur l'immigration avec ce sentiment de submersion migratoire. Le fameux. Ça ne vous a pas du tout. Ça vous a choqué? Non, pas du tout, cette expression. Non, pas du tout. Si vous voulez, je veux dire que. Écoutez, la question de l'immigration illégale est une question clé. Pourquoi? Parce que cette immigration illégale, c'est comme si vous donniez une prime à celui qui rentre sur le territoire, qui est quasiment certain de se faire régulariser. La circulaire Retailleau a eu cette vertu de dire que quand vous êtes illégal sur le territoire, vous n'avez pas de droit à la régularisation automatique. Et pourquoi je crois que c'est important? À la fois parce que nous sommes un État de droit qui doit lui-même définir les conditions de situation de vie sur son territoire. Et deuxièmement parce que je crois à la nécessité d'une immigration régulée. Je suis pas contre l'immigration. Les médecins étrangers, sans eux, le système de santé ne fonctionne pas. Mais pour cela, il faut que l'immigration reste légale. Les pires ennemis des immigrés légaux, c'est leurs faux amis, c'est ceux qui veulent aucun contrôle. Pour que l'immigration légale puisse continuer à fonctionner, il ne faut pas qu'il y ait d'immigration illégale. Oui, pour aider Bruno Retailleau, 2 propositions de loi LR du Sénat sont sur la table, et notamment une proposition qui instaure une durée minimale de 2 ans de résidence en situation régulière pour bénéficier des allocations familiales, des APL ou de l'allocation autonomie. Oui, nous avions même mis sur la table 5 années de présence sur le territoire. C'est absolument indispensable. L'immigration aujourd'hui, c'est une immigration malheureusement illégale qui vient pour des raisons sociales la plupart du temps pour bénéficier d'un système généreux. C'est à nous de le réguler. Merci Philippe Juvin d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.